bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie où j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Emmanuel Todd. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre merci venue à vous, à Brest. Je suis très content d'être ici. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes historien, anthropologue, docteur en histoire de l'Université de Cambridge et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Et vous avez fait toute votre carrière de chercheur à l'Institut national d'études démographiques. Alors tout au long de cette carrière, vous vous êtes intéressé à l'analyse des structures familiales et vous avez développé une théorie des systèmes familiaux pour expliquer l'évolution des sociétés contemporaines. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer La diversité du monde, paru en 1999, L'origine des systèmes familiaux, en 2011, Le mystère français, avec Hervé Lebras, en 2013, ou encore Qui est Charlie, en 2015. Et puis vous êtes également régulièrement intervenu dans le débat public dès que vous aviez le sentiment, grâce à vos recherches, d'avoir vu quelque chose que le monde contemporain n'avait pas vu. Alors aujourd'hui, vous venez de publier un ouvrage fruit de 45 ans de recherche sur la famille, la religion et l'idéologie, intitulé « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine » et qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous y proposez donc une revisite complète de l'histoire de l'humanité, de l'émergence d'Homo sapiens jusqu'à nos jours et à l'actualité la plus récente. Et pour cela, vous vous appuyez sur vos travaux d'historien, d'anthropologue et de démographe, mais en vous appliquant sans cesse à un effort ultime de compréhension du présent. Alors, dès l'introduction, vous précisez que vous allez proposer une vision anthropologique de l'histoire, en vous attachant à bien décrire l'histoire plutôt que l'expliquer. Alors, en quoi est-ce qu'il est particulièrement important aujourd'hui, selon vous, d'avoir cette vision anthropologique de l'histoire, ou autrement dit, de placer au cœur de notre histoire l'anthropologie familiale et religieuse? C'est qu'on a, je pense qu'une bonne partie du sentiment d'égarement qu'on vit dans un monde qui est technologiquement tout à fait extraordinaire, qui produit de grandes choses. Je n'ai pas une vision pessimiste, en fait, même si je sens des processus de dégradation, si je mesure des chutes de niveau de vie, particulièrement dans la plus avancée des sociétés occidentales, les États-Unis, avec même une chute de l'espérance de vie, une hausse de la mortalité pour les populations blanches de 45 à 54 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas, et je suis absolument convaincu qu'on ne peut pas comprendre ce qui ne va pas si on reste au niveau des catégories conscientes en fait, de la vie sociale, ce qu'on voit à la télévision, dans les journaux, des choses importantes, je dis pas, c'est-à-dire la vie politique et la vie économique. Je veux dire, il faut gagner sa vie. Je ne suis pas fou allié. Hein. J'ai vu arriver avec soulagement mon premier versement de pension de retraité. Donc je suis dans la réalité du monde. Vous voyez, ça existe terriblement même. La vie politique existe, plus tellement en France en fait. Je pense que la politique française est devenue assez largement une illusion dans le contexte de la zone euro. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire si on veut comprendre, le livre est une histoire résumée avec émergence des systèmes familiaux, analyse des phénomènes de décollage économique, mais le tiers central du livre est vraiment consacré à la dynamique du monde anglo-américain qui impulse en fait l'histoire depuis le XVIIe siècle. Et donc la première chose à faire pour moi, si on veut comprendre ce qui nous arrive, c'est peut-être même pas de regarder la France, c'est de regarder les États-Unis parce qu'ils sont en avance, y compris dans le tassement et dans certains phénomènes de déclin. Et si vous voulez comprendre le néolibéralisme, l'écrasement des salaires, la montée des inégalités, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller examiner comment ça s'est passé et dans quel ordre aux États-Unis, ou plus généralement dans le monde anglo-américain. Et là, on peut, à partir des années 60, bien saisir la véritable séquence. C'est-à-dire que la révolution néolibérale, ultralibérale, néoconservatrice, c'est Thatcher et Reagan, c'est 1979-1980. Mais pour moi, c'est déjà une date tardive. À partir de cette date, il y a l'émergence d'un phénomène politique idéologique qui met en place les instruments économiques pour faire monter les inégalités. C'est-à-dire qui confirme le libre-échange intégral, qui s'attaque, qui
dote des politiques fiscales et qui fiche en l'air, en vérité, la régulation héritée du New Deal de Roosevelt. Mais pour moi, c'est assez tardif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la montée d'une préférence pour l'inégalité ou l'ébranlement de la croyance démocratique américaine en l'égalité, alors dans un contexte américain uniquement l'égalité blanche en fait, c'est le milieu des années 60. Et ça, je vais le saisir dans une couche plus profonde que l'économie ou la politique, mais dans le développement éducatif. Et donc pour moi, la démocratie, le sentiment égalitaire, c'est l'alphabétisation de masse. C'est-à-dire tout le monde sait lire et écrire et pas grand-chose d'autre. Et puis ensuite aux États-Unis, alors aux États-Unis, c'est un pays protestant. Donc jusque vers 1900, ils sont aussi bien dans ce domaine, aussi en avance que l'Allemagne luthérienne ou les autres, ou la Suède, enfin les autres pays protestants, mais guère plus. Et puis à partir vraiment de l'entre-deux-guerres, les Américains ont décollé, même par rapport au monde protestant, avec le développement du secondaire, puis le début du supérieur. Je veux dire, les types qui ont débarqué en Normandie avaient fait des études secondaires, alors que la France était calée au niveau de l'instruction primaire. Et même des pays comme l'Allemagne ou la Suède étaient déjà en retard sur les États-Unis. Et puis développement du supérieur, mais dès 1965, aux États-Unis, on voit le développement du supérieur se bloquer à peut-être, en simplifiant, le tiers d'une classe. On s'aperçoit que la société qui vient, ce n'est pas une société dans laquelle tout le monde va avoir une éducation supérieure, comme tout le monde ou presque a une éducation primaire ou secondaire même. C'est une société dans laquelle un tiers de la population va faire des études supérieures complètes, et puis un tiers intermédiaire, et puis un tiers inférieur. Et très tôt se répand l'image ou le subconscient d'une société stratifiée qui va redécouvrir le concept d'inégalité. Et c'est important d'étudier aux États-Unis parce que les États-Unis vivent sur ce plan les choses avec une génération, 30 ans d'avance sur nous. Et le grand moment de l'explosion dans la vie sociale américaine d'une opposition entre les éduqués du supérieur et les ouvriers qui ne sont en vérité que des éduqués du secondaire. Souvent, le niveau est assez élevé. Et des ouvriers qui étaient perçus, dans le contexte de la prospérité américaine, comme faisant partie des classes moyennes, c'est au moment de la guerre du Vietnam. Donc le blocage de l'éducation supérieure, c'est 65, c'est cette époque-là. Et c'est plutôt le début de la guerre du Vietnam. Et donc la guerre du Vietnam, ça va donner des étudiants dispensés du service militaire protestant contre la guerre sur les campus et des ouvriers qu'on envoie se faire tuer au Vietnam et qui restent patriotiques. Et à ce moment-là, se produit sur le plan de l'idéologie, de la culture, du subconscient, la première fragmentation de la société américaine, le sentiment que les Américains appartiennent ont des niveaux éducatifs, intellectuels différents. En fait, je crois, c'est le strict équivalent de ce qui s'est passé en France au moment du débat sur le traité de Maastricht, c'est-à-dire le blocage du supérieur en France, c'est les années 90-95, 30 ans après les États-Unis, et l'émergence d'une opposition élitisme-populisme, c'est Maastricht en fait, c'est à ce moment-là. Donc c'est le moment où on a commencé à dire que les classes moyennes éduquées qui voulaient l'Europe étaient, maintenant on dirait ouvertes, enfin puisque ça continue en fait, maintenant on est toujours là-dedans. Et puis que les ouvriers étaient des idiots mal éduqués, qu'il fallait leur expliquer. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'est apparu le discours qui existe toujours, mais qui je pense est en train de mourir, genre où les gouvernants ne sont pas censés bien gouverner, puisque même à 10% de chômage structurel, ils savent ce qu'ils font, ils doivent mieux expliquer ce qu'ils font. Discours pédagogique, typiquement scolaire d'ailleurs, qui est notre monde actuel. Donc c'est évidemment cette fragmentation éducative a 1000 dimensions, ça a 1000 effets. Le groupe des éduqués supérieurs s'est mis à vivre dans un entre-soi. J'imagine que c'est pas mal nous, ce soir, quand même. Je veux dire, on est dans une librairie. Bon, donc je ne vais pas non plus avoir l'air de cracher dans la soupe. Je veux dire, tout n'est pas ignoble chez nous qui nous intéressons à l'éducation supérieure, à la culture. Ce n'est pas du tout le problème. C'est simplement
au bout du bout, avec une analyse de ce type, c'est la partie de mon livre qui est le mieux passée. Je peux déjà en passer, je peux déjà faire une analyse dont la sortie du livre s'est passée. Et c'est très intéressant parce que cette idée d'une stratification éducative qui est devenue centrale dans la définition des équilibres ou des déséquilibres ou de la fragmentation du monde occidental, c'est une idée en fait qui était dans un livre que j'ai publié en 1997, L'illusion économique, où l'analyse du corps américain n'était pas à ce point développée, et c'est une idée à l'époque qui n'était pas passée. Donc c'est absolument frappant de voir là le monde qui s'est comporté d'une façon très correcte avec moi, compte tenu du caractère exécrable de mes rapports antérieurs avec cette institution. Ils ont publié des bonnes feuilles et avec un sens, je dois dire, assez sûr de la bonne information. Ils ont pris des parties du livre qui concernent ce problème de la fragmentation éducative de la société, par ce que j'appelle académia, et un peu partout dans la presse, j'ai vu. Donc c'est très intéressant. En fait, cette partie du livre, c'est une bonne analyse. Elle n'est pas absolument nouvelle pour moi. Je dirais qu'elle est certainement mieux faite. Elle va jusqu'au bout, puisque je rentre dans le détail de la dégénérescence autoritaire et conformiste de l'éducation supérieure, ce que je n'avais pas fait avant. Mais en plus, je peux ajouter au livre maintenant qu'apparemment, les sociétés occidentales sont complètement mûres pour recevoir cette idée. Mais on le sentait parce que toutes les élections, le Brexit, l'élection de Trump, le vote pour Macron ou pour Marine Le Pen ont été décrites fondamentalement par les sondeurs d'opinion comme déterminées par la fragmentation éducative. Donc ça, c'est l'une des dimensions. J'essaie de rester dans votre question quand même. Alors, je vais essayer pour ne pas parler trop, je vais essayer de boucler sur la fin de la question, et puis ensuite, je vais vous relaisser gérer les choses. Donc, je dis, pour comprendre ce qui se passe, il faut plonger vers le subconscient éducatif, qui permet d'analyser des phénomènes de stagnation, de fragmentation, de désagrégation sociale même, en termes de menaces. Et puis, plus profond encore, là, on atteint des choses qui sont complètement inconscientes, et une sorte de bloc. Ce que j'ai fait là est plutôt plus fin que d'habitude. C'est-à-dire j'ai vraiment montré la religion et la famille en interaction à travers toute l'histoire. C'est-à-dire ce livre est quand même beaucoup moins dogmatique que tout ce que... C'est un résumé de toutes mes recherches, une sorte de... J'ai mis tout ensemble, et en fait, le fait de devoir faire une synthèse globale oblige à être moins dogmatique parce qu'il y a des contradictions qu'on doit gérer. Donc, j'ai beaucoup la notion de coévolution, de structure familiale qui vont favoriser certaines religions, mais qui en retour vont accentuer la structure familiale, de religions qui vont permettre, dont certaines vont être favorables à l'alphabétisation, comme le judaïsme, puis le protestantisme, donc une sorte de mécanique générale de ce type. Mais au plus profond, quand même, pour moi, il y a la variable, je l'ai dit l'autre jour à la fête de l'humain, qui est mon seul véritable domaine de compétence, les structures familiales, puisque j'ai fait ma thèse à Cambridge sur les structures familiales. Personne ne m'a jamais retoqué sur l'analyse d'une structure familiale particulière, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreurs, mais ce qui veut dire que c'est moi qui dois corriger mes propres erreurs de livre en livre. Donc je fais des notes. Je me suis trompé sur la famille irlandaise immigrée aux États-Unis en 1850, parce que la famille souche n'existait pas encore en Irlande au moment de la Grande Famine. Enfin, ce genre de trucs. Alors, les structures familiales, c'est fondamental pour comprendre à quel point l'idéologie de la globalisation repose sur un postulat absurde qui est un postulat de convergence. Si vous êtes dans un monde d'économistes, vous avez le postulat de l'homo economicus, qui nie même l'existence des sociétés, des systèmes culturels. Il n'y a plus que des problèmes de taux de salaire, des problèmes de marché. Et dans le monde idéal des économistes, enfin des économistes orthodoxes, c'est-à-dire des mauvais économistes, en fait, du point de vue des historiens, tout ça va s'équilibrer, s'homogénéiser. Bon, c'est un peu dur ici, mais des classes moyennes émergent en Chine. Enfin, tout, voilà. Et surtout, les pays les plus avancés
sont vraiment la même chose. La société de consommation, on n'en parle plus trop, à l'époque des restrictions budgétaires et de l'équilibrage des comptes, la société de consommation, elle est là, mais on n'en parle plus trop. Mais il y a cette idée, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, on n'oserait plus dire maintenant l'Espagne, le Portugal, la Grèce, c'est la même chose, parce que c'est clair qu'ils sont passés dans une sorte de trappe autre. Mais au moins, il y a l'idée que les puissances, ce que j'appelle les pays, et le Japon, non, le Japon quand même, il y a toujours un principe de réalisme qui survit à toutes les idéologies. Je crois que les gens seraient assez capables d'accepter l'idée que le Japon reste un peu différent, avec un élément raciste latent d'ailleurs, puisque je veux dire, avoir les yeux bridés ne vous rend pas différent, hein, a priori. Bon, mais quand même, bon. Et puis l'écriture est incompréhensible, donc ça peut, voilà. Bon, mais pour moi, ce que montre l'histoire des systèmes familiaux, et c'est pour ça que l'élément le plus bizarre du livre, qui est de dire je vais remonter à l'émergence d'Homo sapiens, à sa sortie d'Afrique, 100 000 ans avant l'ère commune, et je vais étudier, je vais reconstituer le système familial originel que je définis comme nucléaire, dans un réseau de parenté souple, c'est-à-dire d'allure assez moderne en fait, et puis ensuite étudier à partir de l'émergence de l'agriculture, de la ville, de l'État en Mésopotamie et en Chine et dans quelques autres lieux, un processus de densification des systèmes familiaux, d'émergence de formes complexes, autoritaires, communautaires, plus défavorables aux femmes, l'inverse de ce qu'on pense comme évolution naturelle. Ça aboutit à décrire un immense processus de divergence, en fait, des groupes humains, pas des hommes en tant qu'individus, mais des groupes humains, et ça permet de voir à l'œuvre, dans les tréfonds inconscients du monde actuel, et y compris dans le monde le plus avancé, de puissants phénomènes de divergence qui vont expliquer des divergences démographiques, puisqu'en fait, les statuts de la femme ne sont pas en convergence dans le monde. Si vous regardez l'ONU, les ONG, les choses qui vous notent les pays en fonction du statut de la femme, vous aurez l'impression que tout le monde avance vers un statut de la femme plus élevé. Bon, si vous prenez la Chine, vous voyez monter le sexe ratio, c'est-à-dire la proportion de garçons à la naissance, parce que les Chinois pratiquent de plus en plus le féticide sélectif des bébés de sexe féminin, parce qu'il y a moins d'enfants, donc on veut un garçon. Le principe patrinaire est en fait en réaffirmation en Chine depuis la chute du communisme. Il atteint même en pleine puissance la Chine du Sud, qui avait particulièrement un peu échappé. C'est la même chose en Inde. Et puis, même à l'intérieur du bloc du pays les plus avancés, de la triade, c'est cette triade qui concentre toujours l'essentiel de la production de brevets triadiques, justement, déposés au Japon, en Europe et aux États-Unis simultanément, et ben c'est assez facile d'expliquer les très basses fécondités de l'Allemagne, du Japon, par un statut des femmes qui reste différent du statut des femmes en France, en Scandinavie ou dans le monde anglo-américain. En France, je ne dis pas que c'est facile, mais une femme qui a fait des études supérieures va pouvoir, si elle le désire, avoir une carrière et des enfants, ce qui est beaucoup plus difficilement concevable en Allemagne et au Japon. Donc ça va vous expliquer des différences de fécondité, particulièrement dans les catégories très, très éduquées. Et bien entendu, si vous avez pendant 2, 3, 4 décennies des écarts avec des pays qui sont proches d'une fécondité de reproduction correcte de la société à 2, et puis d'autres qui sont à 1,4, comme l'Allemagne et le Japon, vous avez des destins qui sont déjà différents, puisqu'il n'y a pas de problème de reproduction sociale, quelques immigrés de plus dans la partie ouest alors que l'Allemagne l'Allemagne, le patronat, le gouvernement allemand, vit avec l'obsession de la recherche de main-d'œuvre, de remplacement. C'est une autre histoire. C'est ni bien ni mal. C'est une autre histoire. Et d'ailleurs, le Japon n'a pas fait le même choix que l'Allemagne.
le Japon est plutôt dans un choix d'introversion. Mais ces différences démographiques actuelles, les démographes ne sont pas du tout dans le mythe de l'homogénéité, parce que les indicateurs sont tellement clairement divergents depuis très longtemps. Je cite des articles qui le disent. Là, en tant que démographe, je suis dans l'orthodoxie de ma profession. Simplement, là où je ne suis plus dans l'orthodoxie de la profession, c'est que je dis c'est important pour comprendre la dynamique sociale générale, et les démographes devraient plus intervenir dans le débat sur ce qu'est l'histoire actuellement. Donc là, donc je pense que j'ai réussi à plonger à toute vitesse. C'est la version intellectuelle du Grand Bleu. Du strate consciente, économique, politique, subconsciente, l'éducation, inconsciente, religion, famille, et c'est à vous. Pour arriver voilà, justement aux structures familiales. Alors, ce qui est important, c'est que cette vision de l'histoire des systèmes familiaux que vous nous proposez, elle va à l'encontre en fait du modèle traditionnel, puisque traditionnellement, il imagine une simplification progressive des systèmes familiaux qui arrive à la famille nucléaire. Et vous allez complètement dans l'autre sens. En fait, vous inversez cette histoire, puisque pour vous, la famille nucléaire est présente dès l'origine, dès Homo sapiens, et elle va petit à petit se complexifier, et les différents types familiaux vont se différencier. Alors, comment est-ce que cette inversion de l'histoire s'est-elle imposée à vous? Selon quelle méthode? C'est une idée dont je suis particulièrement certain, car elle n'est pas de moi. Et je l'ai déjà dit, je suis même capable de le faire à la télévision, si on me demande. L'idée m'est venue, ou m'a été donnée, en fait, par mon ami Laurent Sagard, qui est un très grand linguiste, spécialiste de la généalogie des langues asiatiques, qui, dès le début des années 80, regardant les cartes de mon premier livre, établissant une correspondance entre les idéologies et les structures familiales sous-jacentes, m'avait dit, très amicalement, c'est pas un ami d'enfance, mais on se connaît depuis mai 68, donc quand même, je dirais que c'est un ami d'enfance acquis, si on peut dire, parce qu'à force, quand même, on se connaît. Et donc, lui, il connaît très très bien toutes les Chines, donc il m'a dit, tu dois avoir raison, j'ai vu des Chinois en Chine continentale, à Taïwan, à Singapour. Il acceptait tout à fait l'idée d'un fonds culturel familial qui produisait un certain niveau d'égalitarisme et d'autoritarisme dans la société, quel que soit le régime théorique, en fait. Mais il a ajouté, mais tu te trompes tout à fait sur ce que tu dis sur l'apparition au hasard des types familiaux. En linguistique, on connaît très bien ce genre de carte. Tu vois, tu as des taches de couleurs. Dont tu dis que ce qui était génial, c'est que il regardait les couleurs. Le sens des choses ne l'intéressait pas du tout. Donc il dit, tu vois, là, tu as des trucs autour. Là, il y a écrit famille nucléaire. Et puis, un petit peu plus compte, tu as ce que tu appelles famille souche, Japon, Allemagne. Famille nucléaire, ça allait être l'Angleterre, la France, l'Asie du Sud-Est, les Philippines. Hein. Et puis, là, plus près du centre de l'Eurasie, tu as la famille souche coréenne, japonaise, allemande, suédoise. Et puis là, au milieu, tu as un énorme bloc d'un seul tenant que tu appelles communautaire, patrilinéaire, qui va couvrir la Russie, la Chine, l'Inde du Nord, et puis variété là, sans mariage entre cousins, mais ça continue sur le monde arabe, enfin le monde indo-iranien, sous une forme endogame, avec des... Alors là, nous, on connaît très bien ça, c'est que en fait, l'interprétation classique, c'est celle du conservatisme des zones périphériques. C'est, y avait avant, l'espace était occupé entièrement par une caractéristique A, originelle, en l'occurrence la famille nucléaire. Et puis, il y a eu une ou plusieurs innovations au centre qui ont diffusé vers la périphérie, mais qui ne l'ont pas atteinte. Et ça explique cette structure tout à fait caractéristique où tu as des taches semblables de tous les côtés et puis au milieu un bloc d'un seul tenant. Alors, c'est vraiment très intéressant en termes d'histoire intellectuelle. Et bien entendu, plus il y a de taches différentes sur la périphérie, plus la probabilité
est élevé que l'interprétation soit plus que correcte, irréfutable en fait. Je ne l'ai pas fait, mais on pourrait calculer des niveaux de probabilité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, ça m'est venu par un linguiste, mais c'est une façon de regarder les cartes anthropologiques qui existaient en ethnologie ou en anthropologie avant-guerre, particulièrement aux États-Unis. Et si vous regardez les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, ouvrage structuraliste qui abandonne cette approche par la diffusion, etc., il y a des notes en bas de page, il vous dit, en Australie, tel élément de système est sur la périphérie de l'Australie, ça veut dire que c'est le trait ancien. Donc là, la méthode que j'utilise est très banale, en fait. Donc quand vous faites ça, et donc ensuite, il n'y a plus... Bon, ensuite, vous n'avez plus qu'à passer 40 ans à accumuler les données, à faire un fichier avec 215 populations. Il me reste à faire le tome 2. Hein. J'ai commencé, là. Je travaille sur les systèmes indiens d'Amérique centrale. C'est passionnant. Et ensuite, c'est juste une vie de travail, mais c'est très simple dans son principe. Et donc, on a cette histoire. Alors, je voudrais dire deux choses. C'est que sur le caractère primordial de la famille nucléaire, il y a deux autres autorités sur lesquelles je peux m'appuyer. Alors, il y en a une que j'avais mentionnée dans l'origine des systèmes familiaux. C'est l'espèce de pavé là, de 750 pages qui est là. C'est les anthropologues américains, des types comme Robert Lowy, dans Primitive Society. C'est un bouquin qui est vieux, qui date de 1919, un truc comme ça. Il parle de la famille nucléaire comme système primordial, et même Murdoch, c'est l'Américain qui lui a écrit, en même temps que Lévi-Strauss faisait les structures élémentaires de la parenté, Murdoch écrivait Social Structure, et à eux deux, c'est eux qui ont détruit le diffusionnisme et tout ce qui était intéressant dans la synthèse anthropologique. Mais dans Murdoch reste cette idée d'une famille originelle qui est nucléaire. Et c'est très intéressant de se demander pourquoi pourquoi les anthropologues américains voyaient ou disaient la famille originelle des primitifs était nucléaire, et pourquoi les anthropologues anglais et français ou sociologues de la famille disaient que la famille originelle était complexe. Ça montre à quel point nous sommes peu de choses, quelle que soit la taille de notre cerveau et l'excellence de notre éducation universitaire. C'est juste que les ethnologues américains travaillaient sur les Indiens, qui avaient un système loin du centre, au plus loin même. Les Indiens d'Amérique étaient en plus même loin de l'Amérique centrale, où la famille n'avait pas encore évolué vers des formes très complexes. Et donc, ils avaient des familles fondamentalement nucléaires sous les yeux. Quelquefois, il y avait quelques grumeaux autour. Mais la culture indienne, des plaines, était d'un individualisme fou, où chacun devait exprimer sa créativité dans la guerre, dans la torture aussi, puisqu'ils n'étaient pas, je viens de découvrir récemment dans mes recherches qu'ils n'étaient pas hyper sympas, plutôt pire que dans les westerns, voilà, et largement aussi pire que les colons de l'Est venus d'Angleterre. Et voilà, alors que les anthropologues anglais, qui ont vraiment établi les techniques d'études de terrain, eux, leur terrain de jeu, c'était l'Afrique. Et l'Afrique est transformée. Les systèmes familiaux africains sont soit patrilinéaires, dans le 8/10 des cas, soit matrilinéaires, patrilocaux, rarement matrilinéaires, etc., mais très transformés aussi, avec une innovation agricole en Afrique de l'Ouest. Et donc, pour les Américains, les primitifs, c'était des Indiens à structure familiale nucléaire. Donc, ils vous disent la famille nucléaire est primordiale. Pour les Anglais, c'est des Africains avec des systèmes familiaux complexes. Et ils vous disent la primitivité, c'est des structures complexes patrilinéaires. C'est juste ce qu'ils avaient sous les yeux. En vérité, c'est une façon de dire, c'est le degré zéro de la synthèse. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a un auteur que j'aurais dû lire beaucoup plus tôt, et dont je dois confesser que je l'ai lu après 40 ans de recherche, c'est Westermarck, qui était un Suédois de Finlande, émigrant en Angleterre, qui est le type qui a détruit
la vision classique à son époque de primitifs communautaires, partouzards, le fantasme des bourgeois du 19e siècle, des primitifs, des gens qui vivent n'importe comment, tout le monde couche avec tout le monde, où les familles sont énormes, etc. Et donc Westermarck, dans sa vision du mariage, j'ai plus absolument le titre, j'ai maintenant le livre, etc., a compris, il a compris qu'en fait, la famille, le mariage des peuples les plus primitifs était plutôt monogame, tempéré, comme je dis, que la famille était plutôt simple, et qu'en fait, le premier mouvement de l'humanité, selon lui, était vers une complexification des formes familiales, et que tout ce qui était polygamie, mariage entre cousins, il y a des choses qui m'échappent à la minute, c'est le voyage en chemin de fer, en TGV. Voilà. Était Zaki. Mais là où il était coincé, c'est qu'il tombait sur ce truc que, pour lui, mais Lévi-Strauss l'avait repris dans un texte sur la famille, ça aboutissait à cette constatation que, bizarrement, la famille était simple chez les plus primitifs, chez les chasseurs-cueilleurs, par exemple, et chez les peuples avancés d'Europe. Et c'était impossible, même pour un type comme Westermarck, de se dire que c'était la même chose. Et qu'en fait, c'est juste que c'était juste un effet spatial, et que la diffusion des systèmes familiaux complexes était faite à partir de la Mésopotamie, de la Chine. Mais en fait, ce n'était pas encore possible de penser que l'Occident, qui était dans sa phase de domination la plus grande, c'était l'époque coloniale, était juste archaïque sur le plan familial, et que les Occidentaux étaient des primitifs. Mais ça m'a bien remonté le moral. Et puis surtout, il a écrit sur son pavé, il devait avoir 26 ans, Westermarck. Ensuite, il a un peu tourné en rond, mais vraiment impressionnant. Alors, voilà. Donc je ne suis pas tout seul, en fait. Maintenant, je n'ai plus aucune aspiration à l'originalité absolue. Donc mon plaisir, c'est les notes en bas de page. Oui, je ne suis pas du tout original. D'abord, c'est un copain qui a trouvé l'idée, puis il y en a d'autres qui l'ont dit avant. Vous voyez, à force de prendre des coups, on devient prudent. Alors, dans le livre, c'est assez impressionnant. Vous partez d'Homo sapiens, de la famille nucléaire. Vous nous expliquez l'évolution et la complexification de ces structures familiales. Vous nous parlez aussi des grands monothéismes. Vous nous livrez quelques pages sur l'évolution de la structure juive antique. Pour moi, c'est le chapitre dont je suis le plus fier, en fait. C'est toujours pareil. Je veux dire, quand j'arrive sur un plateau de télé, avant, je supplie le journaliste de me poser une question sur la famille juive antique, parce que, je sais pas, quand même, le bouquin pour lequel je suis venu la dernière fois dans des circonstances plus agitées, maintenant, la France, c'est un pays qui pardonne, donc apparemment, on m'a pardonné qui est Charlie, parce que j'ai montré que j'étais un mec sérieux qui faisait des gros livres. Mais qui est Charlie, ça m'avait pris 1 mois à écrire. Et ce chapitre sur la structure familiale juive originelle, dont je n'arrive pas à obtenir qu'on en parle. Peut-être c'était mentionné dans le télégramme de Brest, parce que j'ai supplié le journaliste au téléphone de le mentionner. Ça m'a pris 8 mois pour 20 pages, parce que j'ai dû maîtriser tout le développement historique de la Palestine. Bizarrement, pour un historien, j'ai des problèmes avec les chronologies. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la cartographie. Mais donc j'arrive à ce résultat tout à fait fondamental que quand vous lisez des histoires d'Israël, de la Bible, comme les gens pensent que la Bible est une monographie anthropologique, alors les historiens israéliens ont quand même réussi à démontrer que la Bible, qui doit remonter au 8e, 7e, peut-être même dans certaines parties du 6e siècle, est quand même un très beau roman, mais pas la description d'une communauté réelle.
Et donc, en général, les gens qui lisent la Bible en tirent une validation de ce qu'on pourrait appeler le modèle bédouin de la famille juive originelle. Donc, vous avez le patriarche Abraham qui se balade avec ses bêtes, qui est polygame, il y a des mariages entre cousins. Et en fait, vous avez comme un pastiche de la famille arabe, le modèle bédouin. Et alors, donc, j'ai été très aidé par le fait que l'un des résultats paradoxaux de l'installation de l'État d'Israël, on ne va pas en parler politiquement, mais quand même l'honneur de l'État d'Israël, c'est d'avoir engendré une nouvelle école historique qui a démontré que la Bible était un vaste fantasme. C'est pas mal quand même. Hein, c'est quand même, je pense que c'est le véritable honneur du peuple juif, en un certain sens. Et donc je donne les références dans le bouquin, c'est des livres absolument passionnants, j'ai tout appris là-dedans. Mais donc surtout, et donc on y découvre que les maisons de l'âge du fer étaient des petites maisons qui ne pouvaient pas contenir plus d'une famille nucléaire. Mais surtout, c'est complètement normal de trouver ça dans la culture juive antique, parce que la culture juive antique, si vous retirez tous les mythes, vous oubliez Abraham, personne n'est jamais arrivé d'Our, je ne sais plus comment, voilà. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Bon, je vous laisse vous faire une opinion personnelle sur le passage de la mer Rouge, mais l'histoire juive est l'histoire d'un peuple des hautes terres du Proche-Orient. Et sur les hautes terres, vous avez des systèmes archaïques qui résistent aux innovations patrilinéaires et communautaires de la plaine. Donc c'est tout à fait normal. Même maintenant encore, dans la montagne alawite, ou dans la montagne druze, ou dans la montagne maronite, au Liban ou en Syrie, vous avez des systèmes familiaux qui gardent un statut plus élevé aux femmes, qui sont plus nucléaires. Et bien entendu, tout ça était encore plus vrai à l'époque de la rédaction de la Bible. Mais le plus fort, c'est qu'un mon copain Youssef Kourba, avec qui j'avais écrit un bouquin, le Rendez-vous de civilisation, m'a filé le premier de 2 articles qui mesurent les taux de mariage entre cousins chez tous les immigrés en Israël après la guerre. Donc on a des taux de mariage endogames dans la famille pour les juifs originaires de tous les pays du monde qui avaient des populations juives, donc de Russie, d'Europe, du Moyen-Orient, etc. Et dedans, on trouve que, contrairement... Alors, c'est vrai que la tradition juive autorise le mariage entre cousins. Elle autorise même le mariage oblique entre oncle et nièce. C'est une possibilité qui existe et qui est tout à fait réalisée au Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Mais en fait, les taux de mariage entre cousins pour tous les juifs, y compris ceux venus du monde arabe, sont très faibles. C'est-à-dire que la culture juive, sur le plan familial, est tout à fait ce que j'appelle exogame tempérée. C'est-à-dire que vous aurez plus de 1%, ça va être, je ne me souviens plus des chiffres, mais ça ne va pas être la phobie des régions chrétiennes où le mariage entre cousins est considéré comme une sorte d'abomination, un truc vraiment terrible. Pas du tout, il ne faut pas s'énerver quand même. Mais ça n'est pas pratiqué, parce que le mariage naturel d'Homo sapiens, c'est en gros, on n'épouse pas sa cousine, mais si on n'a personne d'autre sous la main, pourquoi pas? Il faut être raisonnable. Hein. Et donc, et même en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le taux de mariage entre cousins des juifs venus du Moyen-Orient est le même que celui des chrétiens du Liban. Ça doit être autour de 10-12%. C'est pas grand-chose. Le monde arabe est à 35%. Hein. Donc en fait, le judaïsme... Voilà, donc c'est... Mais voilà, ça c'est les trucs qui vraiment... je veux dire, je suis juste trop content d'avoir une vision qui détruit totalement le bouquin de, je ne sais plus quelle collection française, La vie quotidienne des hommes de la Bible, où vous avez trouvé une version hypertrophiée du modèle bédouin. Alors là, les journalistes n'ont pas l'air très intéressés. C'est pour ça que vous y avez eu droit. Alors, au fil des pages... Mais je vous épargne le chapitre sur l'évolution des systèmes familiaux africains. Là, ça serait vraiment dégueulasse. Au fil des pages, on découvre donc l'évolution de ces systèmes familiaux, les interactions... C'était très important quand même. Je voudrais dire pourquoi ce chapitre est très difficile.
Et c'est un chapitre dans lequel je donne juste l'ébauche d'une évolution des systèmes familiaux africains qui a le même genre de structure, du simple vers le complexe, que dans le reste de l'Eurasie. C'était très important de le faire. Alors là, je dirais, dans une perspective de frappe préventive idéologique, pour ne pas laisser s'installer l'idée que les populations noires se comportaient différemment, parce que plus loin, j'étudie le racisme aux États-Unis, et je dois bien expliquer, et donc je dois être sur des bases sûres pour dire que la vision américaine des Noirs, que les Noirs américains sont des Américains, et que ça n'a rien à voir avec une spécificité noire quelconque. Donc en fait, le livre est... Quand on lit, c'est vraiment le type... Les gens, les lecteurs ont l'impression d'arriver dans un bourbier, vous voyez, comme la Wehrmacht, dans certains marais d'Europe de l'Est, pendant la guerre. Mais en fait, c'est tout à fait essentiel sur le plan de la logique générale du livre. Et tous les éléments se placent petit à petit. Donc, au fur et à mesure de l'évolution, on voit les interactions entre structure familiale et religion, puis structure familiale et idéologie. Très rapidement, on arrive à l'axe central de cette histoire dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure, qui est l'éducation et l'alphabétisation, qui va être donc diffusée en Allemagne au XVIe, XVIIe siècle, puis au décollage économique qui part de l'Angleterre, et puis vous vous intéressez énormément aux États-Unis, qui, comme vous l'avez dit, tout un tiers du livre y est consacré. Et vous nous parlez alors... Avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre, oui. Mais vous nous parlez alors de l'Homo americanus. Oui, alors ça, c'est l'un des trucs de construction. C'est toujours pareil. Vraiment, le livre est... C'est force d'être objectif. Quand je parlais tout à l'heure de faire une frappe idéologique préventive, à propos de l'Afrique, ça n'était pas pour imposer mon idéologie, c'était pour empêcher l'idéologie de s'imposer. Mais le livre est... Vraiment, à part le hockey final sur la négociation nécessaire entre peuple et élite, le livre est juste ce que je pense être la vérité. Ça n'est pas un livre engagé, mais c'est un livre volontiers cruel. Et puis c'est un livre où j'aime faire des blagues. On ne se refait pas. Vous voyez, et donc j'étais tellement content d'avoir une construction où j'avais un chapitre qui s'appelait Homo sapiens, donc famille nucléaire, etc. Et puis plus loin, un chapitre qui s'appelait Homo americanus, où je me trouve en situation de dire que, sans que ça soit identique, Homo americanus est quand même le type social sur la planète, ou l'un des types sociaux restés le plus proche d'Homo sapiens originel. Vous voyez ce qui est... Alors évidemment, il y a des gens qui pensent... Je ne veux pas dire là-dedans, je n'essaye pas d'imposer une vision de Trump comme archétype d'Homo sapiens. La confusion peut m'aider à faire passer l'idée, mais ça n'est pas de ça dont il s'agit. Parce que, et pour moi, ce n'est pas du tout une insulte, parce que je trouve qu'Homo sapiens, dans son état originel, a fait de grandes choses. Hein, c'est vraiment... et donc, j'ai une étude très détaillée, très savante, de la façon dont le système sonore écœuré... Bon, je continue. Hein. Donc, parce que l'une des thèses centrales du livre, c'est que ça va? Oui, vous voulez que je continue à parler? Oui. En fait, l'homme qui se développe, l'homme qui invente, l'homme qui crée, c'est quand même l'homme individualiste, qui peut s'exprimer en tant qu'individu, dans un contexte où les femmes ne sont pas opprimées. C'est ma croyance, et je pense que c'est ce que vérifie l'histoire. Et donc, la vision de l'histoire qu'on a, quand on a cette vision inversée de l'histoire des systèmes familiaux, c'est que, voilà ce qui s'est passé, c'est que, vous avez Homo sapiens qui couvre la planète, alors les couleurs, les apparences physiques changent un peu avec le mouvement, l'exposition au soleil, enfin toutes sortes de choses assez banales du point de vue de la génétique. Mais le type familial est le même pour tous, et c'est pour ça qu'on retrouve le même sur toute la périphérie du monde, quelle que soit la couleur. C'est-à-dire qu'en fait, le type familial des Bushmen du sud de l'Afrique du Sud, ça va être la famille nucléaire, comme chez les Indiens
de l'intérieur du bassin des montagnes rocheuses, du Grand Bassin. Et puis, vous avez les innovations fondamentales qui sont le décollage de l'histoire. Vous avez l'agriculture au Proche-Orient, l'agriculture en Chine aussi, et puis après un certain temps, l'émergence de densités agricoles, de villes, de l'État, et une sorte d'expérimentation multiforme dans tous les domaines. Tout se passe là-bas, toutes les inventions, jusqu'à l'écriture, mais peut-être malheureusement, l'une des expérimentations se fait sur le système familial. Sur les systèmes familiaux. Et donc, on voit apparaître, alors au début, la famille souche, ce système lignagé de transmission individu, ça peut être efficace sur le plan agricole, quand la densité de population augmente. Et puis, quand on en arrive, à travers des mécanismes assez complexes, que je ne vais pas résumer maintenant, à l'émergence de magma communautaire patrinaire et d'une chute régulière du statut de la femme à travers les millénaires, vous avez un effet autonome paralysant des structures familiales complexes. Et ça vous explique ce que les historiens voyaient très bien, mais n'arrivaient pas à expliquer, c'est-à-dire cette espèce de mouvement centrifuge de la dynamique de civilisation, de notre point de vue, du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe, qui était presque, c'était les vieux programmes d'histoire. Hein, donc vous aviez en sixième Égypte, Orient, Grèce, hein, quand j'étais petit, le Malaisac. Et puis ensuite on avait Rome, et puis en cinquième, et puis en quatrième on avait le Moyen Âge. Et en fait, on avait conscience de faire partie d'un mouvement de civilisation qui arrivait du Moyen-Orient, mais il fallait quand même expliquer pourquoi l'Irak actuel avait atteint ce niveau de sous-développement après avoir inventé l'écriture pour une bonne partie de l'humanité, ou pourquoi la Chine s'était bloquée. Et l'hypothèse d'une complexification des systèmes familiaux, abaissant le statut de la femme et enfermant l'individu dans un magma communautaire, explique assez bien le blocage. Et symétriquement, ça explique que Homo sapiens resté dans un état à peu près naturel reste créatif. Et donc vous avez au bout du paradoxe, alors j'étudie, je crois que c'est l'endroit du livre où en fait j'atteins le maximum de précision analytique parce que je suis à la fois dans mon domaine de compétence absolue, les structures familiales, et puis dans mon univers de recherche originel, puisque j'ai été formé à ça à Cambridge en Angleterre, et donc j'ai une étude, j'allais dire maniaque, mais c'est pas sympa pour moi, de ce qui arrive au système familial anglais, la famille nucléaire absolue, lorsqu'il est transplanté en Amérique au XVIIe siècle. Alors j'explique qu'il y a une légère réversion au modèle moins absolu, plus naturel, plutôt un rapprochement avec Homo sapiens. Mais au bout du bout, enfin tout est étudié très en détail, vous avez cette idée qui me semble très simple que les États-Unis sont très proches de l'homme naturel. Et en fait, si on est dans une représentation correcte de l'histoire, il y a toujours des moments. Alors, il y a des moments où on va donner un sentiment de grand 8. Vous savez, quand vous êtes emmené dans une fête foraine sur un grand 8, vous avez le cœur soulevé, vous ne savez plus où vous êtes. Et puis, il y a quand même des moments. Donc, quand tu dis l'histoire est inversée, etc., là, c'est pour les gens qui apprennent qu'on marche, pour toute la philosophie politique qui enseigne qu'on marche vers l'individu pur. C'est l'hyperespace, hein, mon modèle. Il faut le reconnaître. Mais quand même, au bout du bout, je pense qu'on atteint quelque chose qui a un sens pour tout le monde, un sens commun. C'est-à-dire que notre vision des Américains, qui sont pour nous toujours perçus comme, un, la modernité, deux, des gros lourds. Vous voyez ? Mais le paradoxe est résolu avec mon modèle. Je veux dire, ils sont dynamiques, c'est vrai, ils continuent d'inventer, d'expérimenter, de tout casser, de foutre en l'air les forêts, ce comportement Homo sapiens normal. Hein, mais c'est vrai qu'ils sont un peu... ils ne sont pas dans une grosse sophistication.
Et les rapports, moi je suis fasciné en tant qu'anthropologue par les rapports entre hommes et femmes. Et j'ai été longtemps troublé par le rapport homme-femme aux États-Unis, qui est à la fois, parce que c'est une société qui est à la fois très féministe, mais avec un rapport assez conflictuel. Je dirais que c'est une société qui est à la fois machiste et féministe en même temps. Hein, et d'ailleurs, vous voyez dans un film américain, vous savez qu'il va y avoir une grande histoire d'amour entre un homme et une femme parce qu'ils commencent à s'engueuler. Hein. En gros, c'est un test. Vous voyez, voilà. Peut-être je dis des bêtises, vous pouvez m'interrompre, m'envoyer des tomates, mais moi je le ressens comme ça. Mais je pense qu'en fait, c'est une sorte de naturel Homo sapiens transplanté au milieu des gratte-ciel et de la Silicon Valley. Voilà. Et c'est très important parce que ça permet d'arriver à l'une des propositions, à l'une des choses qui est le plus importante, je pense, d'un point de vue français. C'est-à-dire, quand même, c'est nous qu'on a inventé le concept d'homme universel. On est les plus forts. Mais on a juste foiré, en fait. Notre empire colonial, on n'a pas été foutu de sortir proprement du Vietnam ou d'Indochine. On était tellement universel qu'on n'a pas été foutu de sortir d'Algérie avec élégance et en faisant confiance. Et puis, il y a truc quand même de l'homme universel des Français. On a toujours l'impression que ça va si l'homme universel est comme nous, mais sans ça, ça va pas, quoi. C'est un peu notre problème. Alors que, donc, il faut quand même qu'on explique pourquoi c'est les Anglais qui ne... Les Anglais, l'homme universel, non, en fait, il y a les Anglais, puis il y a les Gallois, puis il y a les Écossais, et puis de l'autre côté, ça dépend des époques. Il y a des époques où c'est des Français nobles, des alliés, mais vous avez aussi la phrase plus populaire, Wars start at Calais. Je veux dire, à partir de Calais, c'est des bicots. Vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout un concept universel, et avec une identité ethnique extrêmement forte en Angleterre. Et puis, ils ont été aux États-Unis, mais c'est quand même eux qui ont fabriqué la grande nation universelle. Hein, je veux dire, il y a un petit mystère quand même de ce côté-là. Et les Anglais, c'est la famille nucléaire absolue, c'est-à-dire un système nucléaire très pur, pas naturel par sa pureté, mais dans lequel les enfants sont ni égaux ni inégaux, mais doivent s'émanciper au mariage. Et en fait, je pense que ce côté un peu flou du système de valeurs de la famille anglaise, confirmé aux États-Unis, cet élément non universel défini contre d'autres, xénophobe d'une façon naturelle, si c'est le modèle originel d'Homo sapiens, en fait, hein, si c'est l'homme naturel, ça veut dire que même si les Anglo-Américains n'ont pas de théorie de l'homme universel, c'est eux qui représentent dans leur façon d'être le mieux l'homme universel originel. Et c'est pour ça que je dis dans le bouquin, c'est que, et c'est ça l'Amérique en fait. L'Amérique, c'était le pays de la modernité, des terres vierges, d'une meilleure vie pour des paysans qui crevaient de faim. Et donc c'était la promesse d'un avenir différent et meilleur. Mais si la façon de vivre des Américains, c'est à un certain niveau la façon naturelle, originelle de l'homme, l'Amérique, c'est en même temps le bonheur de la régression pour des gens qui ont été contraints par leur culture, par leur histoire, à des systèmes de mœurs plus rigides, plus conventionnels, etc. Donc moi, je trouve que ça colle assez à ce qu'on sent. À ce niveau-là, le modèle devient juste raisonnable. Mais personne n'est forcé de me croire. Hein. Et alors, il y a une chose quand même que je voudrais préciser, parce que j'ai été accusé d'anti-américanisme par je ne sais plus qui. C'était sur France Culture, pas l'émission sympa où j'avais été, c'était en mon absence, donc je n'ai pas pu me défendre, c'était pas antipathique. Les journalistes disaient que j'étais nul, mais que mon livre était plein de trucs intéressants, parce que à peu près c'est très bien.
Et en fait, c'est parce que le livre, dans l'analyse des États-Unis, est totalement honnête. C'est-à-dire qu'il y a une analyse de l'augmentation de la mortalité aux États-Unis, il y a une analyse d'une cruauté technique parfaite des fonctions du racisme aux États-Unis, un racisme qui finit au bout du bout concentré sur les Noirs, mais une analyse qui dit au final que le racisme des Américains, et la raison pour laquelle il fonctionne si bien, la raison qui fait que tous les Européens ou tous les gens qui rentrent dans le système américain finissent par adopter non pas simplement la famille nucléaire absolue, mais le racisme standard des États-Unis, c'est pas parce que les Américains sont spéciaux ou particulièrement haïssables, c'est parce qu'ils sont homo sapiens dans son état général. Et donc le racisme américain, c'est notre racisme à tous, en un certain sens, au bout du bout. Alors, et donc, mais il y a une analyse d'une cruauté absolue sur l'enfermement des Noirs en prison, etc. Mais j'ai fait tout ça. Mais j'ai fait tout ça du point de vue d'un mec qui pourrait être un Américain démocrate électeur de Sanders. Et mon évolution personnelle actuelle, dans un contexte où la France vit sous l'autorité d'un système européen qui est piloté de Berlin ou de Francfort, c'est que je suis totalement pro-américain. Vous voyez ? Mais je trouve que c'est assez beau quand on est soi-même dans une évolution vers un pro-américanisme raisonnable, pour des raisons personnelles, familiales et géopolitiques, de se faire accuser d'anti-américanisme parce qu'on parle honnêtement des États-Unis. Je viens de m'envoyer des louanges. Comme personne ne me prend chez moi au sérieux, j'ai pris l'habitude de marcher dans les couloirs chez moi en me faisant des compliments. Et je vois que ça ne s'arrange pas, puisque maintenant, je suis désolé, je dois être très content d'être ici. Il m'est arrivé un truc parallèle à Toulouse l'autre jour, parce que Ombre Blanche à Toulouse et Dialogue à Brest sont les deux librairies où je me sens le mieux, où je fais des accès dangereux d'euphorie. Et puis dans votre livre, vous nous parlez également de l'Europe. Vous vous exprimez sur les difficultés européennes actuelles et vous parlez de l'euro. Vous nous expliquez que finalement c'est anthropologiquement tout à fait normal que la monnaie unique existe. Excellente lectrice. Je me suis battu inutilement pendant un quart de siècle contre l'euro, dont j'ai eu le sentiment qu'il n'allait jamais fonctionner sur le plan économique à cause de la diversité anthropologique du continent, des différences de système de mœurs, pas simplement familiales, mais de mœurs économiques. Et là, je n'ai pas été déçu, puisqu'en France, on est à 10% de chômage structurel. Dans l'euro, on peut inclure la marche le franc fort, c'est-à-dire la marche à l'euro. Et l'Europe du Sud est en cours de destruction, puisque les jeunes commencent d'émigrer en Allemagne pour y trouver du travail. Je pense que l'Allemagne elle-même, d'ailleurs, est en cours d'autodestruction, parce que sa situation de domination économique absolue lui interdit de rechercher un équilibre interne sur le plan démographique, et la conduite à s'engager dans une... c'est la faute de... C'est quel genre de... C'est la faute de Vittel, voilà. Et donc voilà. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que jamais l'euro n'a été à ce point indiscuté. Maintenant, on a même le Front National qui est en train d'exploser parce que, et probablement, peut-être est-il en train de renoncer à demander la sortie de l'euro. Donc je trouve ça vraiment fascinant d'avoir cette combinaison d'un échec économique total et d'un succès idéologique également total. Il faut expliquer. Et je me répète, je pense que j'ai fait quelque chose de mon échec idéologique personnel, et je suis arrivé au bout du bout sur l'histoire de l'euro. Et dans ce livre, j'ai fait une carte
C'est l'une des cartes, c'est peut-être la carte la plus complexe du livre, dans lequel je superpose en Europe les structures familiales traditionnelles et les traditions religieuses. Et en particulier, ce que j'appelle le catholicisme zombie, qui est un concept qui, dans mon esprit, n'est absolument pas juste associé au phénomène Charlie, etc., que j'avais développé avec Lebras dans le mystère français. C'est un concept opérationnel. Et d'ailleurs, j'ai décidé, pour atténuer les choses, ce matin, je méditais chez moi, après avoir été acheter du pain, en me disant, mais moi-même, finalement, je vais me définir comme un communiste zombie, ou plus exactement comme un judéo-bolchevique zombie, pour bien montrer que c'est juste un terme technique, pas du tout péjoratif. Mais en l'occurrence, le catholicisme était porteur de valeurs d'autorité, de hiérarchie, de discipline. Et donc, je combine sur une carte valeurs familiales, autoritaires et inégalitaires, la famille souche, en gros, mais aussi un peu la famille communautaire d'Italie centrale, qui avait produit cette zone rouge communiste autrefois. Et puis, les régions de catholicisme zombie, étant entendu que l'une des caractéristiques du catholicisme zombie, c'est d'encourager la perpétuation d'une conception hiérarchique, autoritaire et égalitaire. Et on regarde la zone euro, j'ai le tracé de la zone euro, et on voit que ce qui domine culturellement dans la zone euro, c'est ces traditions autoritaires. Et pas simplement parce que l'Allemagne est dans son ensemble souche, tout comme l'Autriche, mais c'est aussi parce qu'il y a un peu partout en Europe des pôles, soit de famille souche, soit de catholicisme zombie. Toute l'Espagne du Nord est prise, le Portugal du Nord. Il y a cette constellation, on retrouve la constellation française périphérique, la Belgique pour le catholicisme, la partie intérieure des Pays-Bas, un petit bout de l'Italie, la Vénétie, plus la partie communautaire autoritaire d'Italie centrale, puis avec quand même une empreinte catholique assez forte. Et c'est juste normal. C'est-à-dire que l'Europe continentale et la zone euro ne sont pas dominées, du point de vue de l'anthropologie familiale ou religieuse, par des traditions libérales, démocratiques libérales. Et donc l'euro est une monnaie. Les Américains ne comprennent pas du tout ce que les Européens font avec l'euro. Pour eux, c'est une monnaie pour se torturer, pour se fouetter. C'est une monnaie sacrificielle. Vous voyez, c'est pas une monnaie pour faire du bien aux gens, aux individus. C'est une monnaie qu'on doit servir. Mais si vous acceptez l'idée que les cultures traditionnelles de la zone euro, en majorité, pas en totalité, sont des cultures de discipline, avec un petit fond de masochisme résiduel. On a la monnaie qu'on mérite. Alors c'est un peu dur pour le bassin parisien qui pense autrement. C'est toutes les régions qui partent en morceaux et qui, au niveau ouvrier, votent Front National. Et puis il y a partout... en Europe, des zones, dans la zone euro, des régions qui sont détruites. La Grèce ne fait pas partie de cet ensemble autoritaire. Mais par contre, les régions de tempérament autoritaire et inégalitaire se sentent moins mal dans la zone euro. Je vais donner l'exemple de la région Rhône-Alpes pour ne pas faire d'histoire en Bretagne, parce que j'ai sérieusement l'intention de prendre une partie de ma retraite dans ma chaumière du Finistère Sud. Donc, parce que le paradoxe, c'est que moi, je me sens très bien, personnellement, en région catholique zombie. Ça me va très bien. Les gens sont aimables, polis. Je veux dire, il n'y a pas une culture à ses qualités. Mais voilà. Mais, encore une fois, comme dans le cas de cette analyse paradoxale des États-Unis qui aboutit à quelque chose que tout le monde peut sentir, sans connaître les systèmes familiaux, parce que chaque fois que je parle de systèmes familiaux, je demande aux gens de me faire confiance. Je veux dire, parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, malheureusement. Et bien, au final, on retombe sur des lieux communs historiques que tout le monde peut sentir. C'est-à-dire que là, quand on parle de l'Europe, donc vous avez des gens de plus en plus raides à Bruxelles ou en Allemagne, qui vous disent que l'Europe a des valeurs, que ces valeurs sont démocratiques et libérales. C'est toujours rigolo quand les gens
vous disent de manière de plus en plus raide et autoritaire qu'ils incarnent la liberté. C'est quand même exactement ce qui se passe sur le continent européen. Mais quand vous regardez l'histoire de la démocratie libérale, vous voyez le gouvernement représentatif avec contrôle parlementaire du gouvernement inventé en Angleterre. Vous voyez les Américains qui démocratisent ces procédures, mais sur une base raciale, en supprimant le roi, mais en excluant les Noirs, ce qui permet de créer une sorte d'égalitarisme blanc. Puis il y a les Français qui courent derrière. La Révolution française, c'était fait, c'est très clair dans les lettres anglaises de Voltaire. Il ne parle pas de la Révolution française, mais c'est aussi les lettres anglaises. Ce que les Français de 1789 ont en tête, c'était rattraper les Anglais de 1788. Et donc les Français, effectivement, avec la valeur d'égalité dans le bassin parisien, ils finissent de manière chaotique à créer une démocratie libérale en un sens plus parfaite quand elle marche. La Troisième République est quand même un sommet, et la Quatrième et la Cinquième n'étaient pas si mal quand même. Mais c'est tout. Je veux dire, honnêtement, la contribution du reste, je laisse la Suisse de côté, hein, la contribution des grands pays d'Europe, ou pays de toute taille d'Europe continentale à l'émergence des démocraties libérales est quand même relativement modeste. Vous vous placez dans les années 30, vous avez comme une préfiguration de la zone euro. Vous avez Salazar au Portugal, vous avez Franco en Espagne, vous avez Mussolini en Italie, vous avez Hitler en Allemagne, vous avez Dollfuss en Autriche, et si vous attendez 1940, vous avez Pétain en France. Donc c'est juste normal. Et en fait, si vous faites juste de la géopolitique, oubliez les structures familiales, admettez simplement qu'il y a un élément d'inertie quand même dans les cultures. Les cultures changent, mais qu'il y a des phénomènes d'inertie. Eh bien, avant la guerre, l'Europe continentale a été le lieu d'éclosion de systèmes politiques plus autoritaires les uns que les autres. Il y a eu une guerre terrible. C'est plutôt les Russes qui ont fait le boulot, mais les Américains ont fait leur partie du travail et ça leur a coûté quand même quelque chose. Les Anglo-Américains, effectivement démocratiques et libéraux, ont libéré la partie occidentale du continent. Et tant qu'on vivait sous domination américaine, je sais que ça va être dur s'il y a des électeurs de Mélenchon ici à entendre, mais je vais oser le dire, et vous allez voir comme je suis anti-américain. Tant qu'on vivait sous domination américaine en Europe de l'Ouest, la démocratie libérale était sûre, l'Amérique s'est affaiblie, ainsi que je l'avais annoncé dans Après l'Empire. Elle se retire, l'Angleterre se retire aussi, et donc l'Europe reprend le cours normal de son histoire, l'Europe continentale, qui est autoritaire. Alors c'est embêtant pour les Français, qui pour les 2/3 ne sont pas dans ce truc-là. Vous voyez ? Mais qui sont quand même bien avancés dans le système. Donc il faut plus l'analyse anthropologique. Je crois que ce que permet l'analyse anthropologique, c'est d'expliquer et donc d'accepter de voir. C'est-à-dire, tant que vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est dur, je dirais, d'accepter de voir simplement. Et là, comme on est pris dans des mots, les valeurs de l'Europe, etc., on a du mal à simplement admettre que ce ne sont plus que des mots et de voir la réalité qui est que la démocratie a déjà disparu en Europe continentale. Les Grecs votent, on s'en fout. Les Français votent, on s'en fout. Les Hollandais votent, on s'en fout. Le traité de Lisbonne, etc. Donc c'est un... Mais encore une fois, évidemment, le livre est ironique et je me fais plaisir avec ma propre défaite. Mais c'est une analyse neutre. Et je pense que le vrai drame de ce livre, c'est qu'il ne sera pas compris en France sur ce plan-là, parce que les Français pensent qu'ils sont des individus libres et qu'il n'y a pas de détermination des structures familiales. Mais je vous garantis que dans tous les pays de culture autoritaire, on comprendra très bien ce livre et que grâce à moi, les Allemands comprendront mieux pourquoi il leur est si facile de contrôler l'Europe. Ce qu'ils ne comprenaient pas jusqu'à présent, pourquoi c'était si facile. Mais
avec ça, et bon. Donc c'est un livre carrément germanophile. Non, en fait, sans rire, ce qui est vraiment... je tiens quand même à répondre beaucoup d'avance à ces accusations de germanophobie dont je suis l'objet sans arrêt. C'est vrai que la dernière partie du livre est assez dure sur l'Allemagne, mais il y a aussi des parties où j'établis les différences entre les individus et les systèmes culturels globaux, où j'explique qu'on peut avoir une Allemagne terriblement existante avec des Allemands qui sont très peu allemands. J'explique que la zone euro et sa rigidité, c'est pas seulement l'Allemagne, c'est aussi d'autres choses. Et puis au positif, dans la partie religieuse et alphabétisation universelle, je dis quand même que l'Europe doit son décollage éducatif et culturel à l'Allemagne. Donc on pourrait dire que ce livre est une reconnaissance aussi de tout ce qu'on doit à l'Allemagne. Vous voyez, vraiment, les gens qui vous disent non à la française, non, on est tous pareils, c'est dégoûtant de parler de ces différences anthropologiques, Todd est un sale germanophobe, etc., ils ont l'air généreux, parce qu'ils disent, en gros, la justification, c'est non, le nazisme, n'importe où. Ça aurait pu se passer ailleurs. Les Allemands, c'est comme les autres. Mais le truc latent, c'est que ça les met en situation de ne pas avoir à reconnaître notre dette envers l'Allemagne, qui est juste le développement de l'Europe à travers l'alphabétisation universelle. Vous voyez, c'est là qu'est le paradoxe de... Si vous dites que les nations, les systèmes culturels n'existent pas, vous pouvez nier toutes leurs qualités au sens technique, c'est-à-dire les défauts et les vraies qualités. Bien, merci beaucoup. Alors peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser à Emmanuel Todd. C'était vous. C'est la première. Ah bah, Celui qui vous descend sur France Culture, c'est probablement Couturier. Oh, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Non, non. Qu'est-ce que j'allais dire Mais d'habitude, effectivement, il... Brice Couturier, oui, oui. Ça ne m'étonnerait Ouais. pas qu'il vous traite d'anti-américain. Non, c'était pas lui. C'était pas lui. En plus, je donne pas le nom parce que c'est une personne très sympa. Non, ma question est par rapport à votre système familial autour des Bédouins. Vous dites, si l'oncle ne trouve personne, il peut se contenter de sa nièce, etc. Mais regardons au plus près de chez nous, l'aristocratie, la noblesse a pratiqué ces choses-là. Est-ce que vous n'auriez pas pu développer une étude du concept bédouin autour des deux, Oui, alors, l'endogamie, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de travail. Là, honnêtement, de toute façon, dans ce livre-là est vraiment centré sur les pays les plus avancés. Donc, par exemple, l'un des trucs qui va peut-être être... Je dis l'histoire est faite par les pays avancés. Et les pays avancés ont une anthropologie. C'est-à-dire l'Allemagne, les États-Unis, c'est pas la même chose. La Russie, je n'ai pas parlé de la Russie, mais il y a un chapitre sur la Russie et la Chine. La Chine, c'est pas qu'elle est avancée, mais c'est qu'elle est tellement grosse qu'on ne peut pas être sérieux. Et puis elle est tellement dans le système capitaliste mondial. Voilà. Mais il n'y a pratiquement rien. Il y a 2 ou 3 notations sur l'immigration d'origine arabe en Europe, où je mentionne l'endogamie patrilinéaire. Mais il n'y a pratiquement rien sur le monde arabe, sur l'islam dans ce livre. Pour moi, c'est rafraîchissant. Hein. Je veux dire, c'est pas un sujet que je fuis, on peut le dire. Mais c'est voilà. Alors, en ce qui concerne, pour répondre quand même à votre question, si on étudie les phénomènes d'endogamie forte, ça va. J'en avais parlé à propos de Westermarck et de ma vision des choses, c'est que l'endogamie, ça fait partie, pas la petite tolérance, pas ce que j'appelle l'exogamie tempérée, où si on n'a pas de cousine, si on a personne d'autre sous la main, on prend une cousine. C'est pas l'affaire du siècle, du premier degré. Mais l'endogamie qui devient systématique et qui s'élève à des taux supérieurs à 15, 20, 30%, c'est un acquis de l'histoire, c'est une invention. Et les inventions se font très logiquement dans la partie dominante de la société et dans les catégories supérieures. Et donc on voit, alors ça n'est plus vrai maintenant, il y a eu une inversion dans le monde arabe, l'endogamie est plutôt supérieure. Et donc l'aristocratie que vous avez mentionnée
et les mariages entre cousins de l'aristocratie, c'était un embryon de fermeture, une tentative d'aller vers ça, contrebattue efficacement par l'Église catholique, etc. Et chaque fois, quand vous étudiez des sociétés, les mouvements vers plus d'endogamie sont des trucs des classes supérieures, mais beaucoup avortent. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de travailler sur les systèmes Incas et Aztèques. Et donc, dans le cas des Incas, c'est pas un jeu de mots, c'est juste le cas des Incas. C'est juste moche. Vous allez trouver des mariages frères-sœurs. Mais quand vous regardez dans l'histoire, c'est un truc qui est apparu très tardivement dans l'édification du système Inca, une innovation liée au fait que la domination de la caste supérieure du roi était telle qu'il ne pouvait plus épouser que sa sœur pour ne pas se mélanger au commun des mortels. Quand vous étudiez le système aztèque, qui était beaucoup moins avancé, vous commencez à avoir des mécanismes de mouvement vers l'endogamie juste avant l'arrivée des Espagnols, puisque le système était en fait assez récent. Donc l'aristocratie pour laquelle j'ai trouvé le plus grand nombre de... J'ai un très bel article sur ce sujet, dont j'ai jamais rien fait, où le taux de mariage de cousins était vraiment hallucinant, c'est l'aristocratie suédoise. Alors là, j'ai plus le tour en tête, mais c'était juste stupéfiant. C'est pas comme ça qu'on voit les Suédois, hein. Qui d'ailleurs étaient en plus en majorité d'origine étrangère. Non, je parle beaucoup de la Suède dans le livre. C'est vraiment les deux grands systèmes à statut élevé des femmes un peu étranges et décalés, c'est la Suède et la Russie. Et il y a plein de spécificités culturelles intéressantes. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire c'est une tentation, mais c'est jamais aussi général qu'on croit. Et en fait, le mariage, dans l'histoire de l'Égypte, le mariage frère-sœur massif, j'en parle dans l'origine des systèmes familiaux, parce qu'on a des recensements d'époque romaine pour la région de, j'ai plus le nom en tête, c'est dans le bassin du Fayoum, où c'est des populations de langue grecque, sans doute grecque. Et là, il y avait un curieux mélange entre le racisme grec. Le mariage entre demi-sœurs et demi-frères était apparu comme possible à Athènes, et le mariage oncle-nièce aussi, associé à l'émergence d'un système patrilinéaire. Mais en Égypte, les colons grecs, arrivés à la suite d'Alexandre et tous ces trucs, ça s'est mêlé aux cas qui existaient dans la famille pharaonique. Et alors là, il y a eu une expansion populaire, et vous avez un recensement incroyable, où vous avez un taux de mariage frères-sœurs hallucinant. Si ça intéresse quelqu'un, je peux trouver les références. Un magnifique article anglais ou américain sur la question. Mais on a le recensement. Donc on a un truc, on peut faire le dessin, une telle femme et sœur de machin. Ça n'est pas une culture qui a duré très longtemps, mais voilà. Oui, mais pas pour des raisons génétiques. Ne me faites pas parler de génétique, parce que c'est un autre problème. C'est que si vous êtes dans un système de... C'est très bien expliqué par... vous allez voir que je peux faire le catholique zombie quand je veux, sur simple demande. C'est très bien expliqué dans Saint-Augustin, dans la Cité de Dieu. Voilà, où il y a Saint-Augustin a fait une théorie de la nécessité d'aller plus loin dans l'interdit que la pratique romaine usuelle, puisque la pratique Rome, Saint-Augustin explique que Rome n'interdit pas le mariage entre cousins, mais ne le pratique pas comme spontanément. Vous voyez, c'est pas naturel en fait. C'est Westermarck, c'est le tabou de l'inceste est naturel. C'est juste, il y a un phénomène d'aversion, pas à l'inceste biologique, mais au fait d'épouser des gens avec lesquels on a vécu tout petit ou qu'on connaît. Voilà. Donc je ne sais plus du tout ce que je racontais. Voilà, donc c'est pas ça, mais c'est que les sociétés qui commencent, je cite Saint-Augustin, mais je pourrais aussi citer Lévi-Strauss, c'est que les sociétés qui pratiquent le repliement endogame se mettent dans un état de fermeture mentale et sociale qui empêche le dynamisme, la créativité. Mais ça, c'est
en fait, ce que pensent les généticiens, c'est que l'entrée dans l'endogamie a un coût à cause de la combinaison de caractères négatifs, récessifs, etc. Mais que quand on y est depuis un certain temps, le travail de tri est fait et ça ne pose plus de problème. Et en fait, il y a assez peu le monde arabe qui fonctionne, ça baisse maintenant quand même, mais qui fonctionne avec des taux de mariage entre cousins de 35%, premier degré, donc ça peut plus en vérité, n'a pas de problème de santé particulier. Vous voyez, c'est un mythe. Des petits trucs, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Nous, on a autre chose. Je ne sais pas quoi, hein, mais voilà. Vous avez une autre question ? Oui. Pardon, il y a une question derrière. J'avais une question derrière. Je suis désolé de Non, s'obliger à vous retourner. Tout d'abord, j'apprécie toujours votre franc-parler et je trouve que ça fait plaisir à entendre. J'avais une question parce que, en fait, quand vous parlez des États-Unis, vous dites, bon, c'est la famille nucléaire, c'est le système originel, etc. Et vous semblez dire aussi que, bon, c'est un système où l'homme reste très créatif, inventif, etc. Et j'ai commencé à lire votre ouvrage, mais je ne suis pas allé très loin, parce que bon, j'étais passionné par ce que vous disiez. Et je suis arrivé au deuxième paragraphe, et vous dites, dans les pays les plus développés pourtant, le sentiment d'un déclin, d'une incapacité à l'enrayer se répand, point. Et vous dites, vous continuez en disant aux États-Unis, etc. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que ce système originel, au fond, induit ou amène le déclin? Je ne vois pas trop la relation en fait entre l'inventivité de ce système et en même temps le déclin auquel vous faites allusion. Là, vous êtes un peu dur parce que lire 2 pages d'un livre et dire j'ai décelé une absurdité fondamentale dès la page 2, c'est bien tenté, mais mais comment dire, c'est probablement comment dire, c'est pas parce qu'on dit qu'un pays a des problèmes qu'on dit qu'il est foutu. Vous voyez, et en fait, au stade actuel, tous les pays avancés ont des problèmes. Et si vous faites, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas là pour distribuer des prix et des accessites à tous les pays, mais si vous prenez les États-Unis actuels, alors je sais que le truc actuellement, c'est de dire, oh là là, les Anglo-Américains, alors évidemment, il y a 15 ans, tout le monde parlait de l'hyperpuissance américaine, tout le monde était prêt à se coucher. C'était l'époque où j'avais fait après l'Empire en disant non, non, c'est une erreur, ils sont en phase d'affaiblissement relatif. Voilà. Donc maintenant, c'est toujours pareil. C'est comme si les gens avaient changé de côté du cours de tennis. Et donc tout le monde dit non, non, maintenant les Américains sont foutus. C'est ce que vous pensez spontanément. Vous interprétez enfin, vous pensez qu'il y a une contradiction dans ce que je dis parce que vous êtes sur ce fond de bain culturel qui a une vision pessimiste des États-Unis et de l'Angleterre. Donc Trump, c'est la décadence. Le Brexit, les Anglais vont jamais s'en sortir. Alors que nous, comment ? Bien sûr, vous allez voir, je vais vous montrer. J'essaye de me faire recruter par la CIA et je n'y arrive pas. Mais je vais faire une tentative ce soir. Je fais des offres de services. Personne ne me téléphone. Je suis très déçu. Et donc, on est dans ce truc. Donc, vous avez Barnier qui est là avec son électroencéphalogramme européiste plat et qui pense qu'il va briser l'Angleterre. Et puis donc, évidemment, ça discute. Les Anglais, c'est un peu le foutoir au Parlement. Ils ont un petit peu... C'est pas simple, le Brexit. Pour les États-Unis, avec une moitié des élites qui refusent l'existence de Trump et qui se comportent comme si on ferme les yeux et qu'on pense très fort que Trump n'existe pas, il ne va plus exister. Vous voyez ? Mais en fait, la vérité historique de moyenne période, c'est que c'est les Anglo-Américains qui ont inventé le capitalisme libéralisé et insupportable, effectivement.
dans une large mesure, qui ont lancé la globalisation avec les deux dimensions les dimensions de la liberté de circulation des marchandises, du capital et des hommes, et qui sont en train d'arriver, à travers des élections et des systèmes politiques représentatifs qui fonctionnent, à la conclusion que ça a été trop loin. C'est pas toujours agréable, c'est-à-dire que les Anglais, ce qui les a motivés au début, c'était plutôt l'idée qu'il y avait trop de Polonais. Parce que ce qui est sympa, c'est que les Polonais sont super blonds quand même, super blancs, et qu'on ne peut pas appeler ça du racisme au sens technique, c'est aussi culturel. Et puis, bon, les Américains, c'était les Mexicains. Et alors là, un débat sur le protectionnisme aussi. Et donc, les gens qui avaient 30 ans d'avance sur nous et qui ont lancé la globalisation sont en train de virer de bord, un peu lentement, comme un gros et un petit supertanker, et d'essayer, parce qu'ils ont constaté des effets négatifs, d'essayer de trouver d'autres solutions. Donc on voit l'idée d'un retour de l'État qui est accepté. Les jeunes Américains sont maintenant favorables à l'État. Les Anglais, dans les derniers sondages, trouvaient que le programme du Parti travailliste de nationalisation des chemins de fer, de l'énergie, où tout ça était formidable. Et donc ça va avec la famille nucléaire absolue. Il y a des ruptures générales très très fortes dans le monde anglo-américain, donc ils changent de bord. C'est ça la créativité. Vous voyez, on essaye des trucs, ça marche un temps, ça foire, on change de direction. Si vous prenez des Anglais, ça j'ai pas traité le truc parce que c'était trop personnel, mais quand vous êtes français, j'ai eu un moment de bonheur en me baladant dans la librairie, j'ai fait un accès de patriotisme silencieux, je suis passé devant tous les classiques, tout ce que j'avais lu quand j'étais gamin, je ne vais pas commencer à citer des auteurs du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et là, je me suis dit, non, ça vaut la peine de se battre pour ce pays, ce gouvernement est insupportable. Je veux dire, nous raconter qu'on est européen alors qu'on a tout ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible, parce que c'est la langue française quand même. Bon, mais quand on est français et qu'on lit nos classiques, même on lit François Villon, c'est nous. On lit Stendhal, ou Balzac, ces ambitieux torturés qui montent à Paris, qui veulent draguer, qui veulent du succès social et des femmes, dans une ambiance individualiste, c'est nous. Il y a une grande stabilité en fait de la culture. Quand on entend les servantes de Molière, on n'a pas l'impression que c'est des copines, mais on les comprend directement. Une sorte de stabilité de la culture française. Voilà. Les Anglais, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous avez des phases paillardes, joviales au XVIIIe siècle, des phases puritaines au XVIIe, puis au XIXe, des phases super excitées religieuses au XVIIe, au XIXe, et puis un grand moment d'asthénie dans les années 20, où vous avez l'image du conservateur un peu mollasson. Et puis alors, après la guerre, ils vont être socialistes et nationalisés. Et puis alors, ils vont avoir Thatcher. Vous voyez, il y a une sorte de plasticité, de capacité de dur. C'est ça la créativité. C'est pas juste une créativité individuelle. Les Américains, ils ont fait Roosevelt, ils ont eu le New Deal, avec des politiques de grands travaux extraordinaires. Et puis ils ont tout foutu en l'air à partir de Reagan. Et donc ils sont tout à fait capables de repartir dans l'autre sens. C'est ça que je veux dire. Alors nous, on est juste, quand on les dit condamnés aux faibles, on entend des machins. Je sens que je vais finir ma carrière. Je ne sais pas, j'ai fait un accès de patriotisme français, mais sur le thème, non mais c'est les Anglo-Américains qu'il faut suivre. Je veux dire, ils sont vivants. Et puis surtout, ils sont... les États français et anglais sont nés en miroir au Moyen-Âge, les monarchies. Et puis là, mais on entend de telles bêtises. Je voyais, j'étais dans un couloir de studio de télé et j'avais un journaliste très sympa d'ailleurs que je ne nommerai pas un copain, mais un mec, si on se voit, on déconne ensemble. Hein, c'est l'effet de milieu qui me dit, Emmanuel, tu devrais prendre plus sérieusement les problèmes de l'Angleterre. Le Brexit, ça se passe très mal pour eux. Je pense que tu devrais mieux te renseigner. Mon fils aîné a pris la nationalité britannique et j'ai 2 petits-fils anglais. Je suis en communication directe quand je veux avec l'Angleterre. J'ai une belle-fille qui s'appelle Victoria.
Je veux dire, c'est vous dire. Hein? Et en fait, ce qui se... et Trump, c'est moins ma tasse de thé. Mais ils sont juste en train de définir la phase suivante. Et nous, on a Macron, qui en vérité applique le programme de Fillon, moins la chasse aux musulmans, ce qui est mieux, mais qui est là, flexibilité des marchés du travail, et qui parle comme les Anglais des années 1980. Donc, il y a des problèmes, il y a une hausse de la mortalité aux États-Unis, mais c'est déjà des pays qui sont en recherche de l'étape suivante. Et si vous prenez les États-Unis, bon, c'est vrai qu'ils ont un problème d'obésité, c'est vrai que le système carcéral, ça a arrêté de croître, hein, la proportion d'internes en prison. Je veux dire, c'est abominable, c'est le racisme américain concernant les Noirs. Et je veux dire, c'est pas une pathologie américaine, pour moi, c'est une pathologie de l'homme en général. Mais ils ont retrouvé leur autonomie énergétique. Alors, le truc le plus rigolo que j'entends, c'est le monde anglo-américain s'isole. Vous voyez, c'est juste trop génial. L'anglosphère, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont plus peuplés ensemble que tout le système européen. Maintenant, vous parlez d'un isolement. C'est juste nous qui sommes en train de rester à l'extérieur de l'action, comme on dit. Et donc, on va être là avec nos copains allemands, je veux dire, entraînés dans une dépression démographique et des politiques monétaires totalement cinglées. Non, vraiment. Ça va comme ça ?